Presque personne ne l'admet, mais la plupart des adultes ne changent pas. Ils s'habituent simplement à de nouvelles distractions et leur prix augmente. Avec le temps, la vie devient une collection d'excuses bien justifiées et de plaisirs immédiats qui ne font que masquer l'usure intérieure. Choisir un loisir semble être un passe-temps, presque un luxe d'adolescent. Mais ce que peu comprennent, c'est qu'avec un engagement sérieux, ce loisir se transforme en un mécanisme brutal de transformation. Je ne parle pas de se divertir, mais de se soumettre à un entraînement personnel où le coût psychologique est réel et le progrès ne se mesure pas en médailles, mais en fractures réparées du caractère. La discipline n'est pas quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on entraîne. Et la concentration, cette capacité à ignorer le bruit et à tenir les promesses que l'on s'est faites, se forge à coups de répétitions inconfortables. Marc Aurèle le disait sans détour, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme de bien, sois-en un. Changer vraiment n'est pas inspirant, c'est inconfortable, répétitif et parfois brutalement ennuyeux. Mais là est le secret, celui qui utilise un seul loisir comme terrain d'entraînement mental finit par développer une confiance et une résilience qui ne s'achètent pas et ne se feignent pas. Chaque jour où tu respectes tes engagements, tu gagnes du pouvoir sur toi-même. Fais ce que tu as peur de faire. Il n'y a pas de raccourci, ni de validation, juste le travail silencieux qui te transforme pendant que le reste reste distrait. La question est simple, vas-tu continuer à remettre à plus tard ton potentiel ou vas-tu l'entraîner? 1. Choisissez un seul hobby avec un but. La plupart des gens ne changent jamais. C'est la vérité inconfortable que personne ne veut entendre. Ils parlent de croissance, d'objectifs, de élargir leur potentiel. Mais la réalité est qu'ils restent les mêmes. Sauf qu'ils distraient maintenant leur inconfort avec des passe-temps de plus en plus coûteux, des écrans plus grands et des excuses plus sophistiquées. Ils ont peur de faire face à ce qu'ils sont parce qu'au fond, ils savent qu'ils n'ont jamais porté le poids du véritable engagement. Ce n'est pas un manque de temps. Ce n'est pas que la vie soit trop exigeante, c'est simplement de la lâcheté face à l'effort soutenu et à l'inconfort. Et c'est ici que tu dois décider. Vas-tu continuer à acheter des distractions ou vas-tu vraiment investir en toi-même? Choisis un seul hobby avec un but clair. Pas 2, pas 3, pas 20 à moitié. 1. Parce que disperser ton énergie dans 1000 directions ne fait que te permettre de ne jamais avoir à faire face au fait que tu ne supportes pas le processus de devenir bon dans quoi que ce soit. Les gens passent d'un intérêt à un autre parce que cela leur permet de nourrir l'illusion qu'ils progressent, alors qu'en réalité, ils fuient simplement la discipline. Transformer un hobby en ton champ d'entraînement personnel est brutal. Cela exige de s'exposer à la frustration, à la médiocrité initiale, à la lente et douloureuse construction d'une véritable compétence. Ce n'est pas ce que fait la plupart des gens. La plupart préfèrent se justifier « je n'ai pas de talent »,« je n'ai pas de temps »,« ce n'est pas pour moi ». Toutes ces phrases sont des mécanismes mentaux pour éviter de payer le prix de la croissance. La seule façon de te renforcer de l'intérieur est de te soumettre, chaque jour, à l'inconfort de la pratique délibérée. Il ne s'agit pas de divertissement ni de remplir le temps libre. Il s'agit d'utiliser le hobby comme un outil pour forger discipline, concentration et caractère. Celui qui va à la salle de sport, mais seulement quand il en a envie, n'entraîne ni son corps ni son esprit. Il nourrit son ego avec un faux sentiment d'accomplissement. Celui qui ouvre un livre et le laisse à moitié parce que ça ne l'a pas accroché, renforce sa dépendance au plaisir immédiat. Si tu veux des résultats réels, tu dois cesser de négocier avec ta propre paresse. La discipline est froide et peu attrayante, mais c'est le seul investissement émotionnel qui ne perd jamais de valeur. Sois brutalement honnête. Si tu ne peux pas t'engager dans un seul hobby pendant 6 mois, tu ne vas pas non plus maintenir des relations profondes, ni des projets à long terme, ni supporter le poids de tes propres attentes. C'est aussi simple que cela. L'autodiscipline ne se construit pas en rêvant de l'avenir, mais en supportant l'ennui et le rejet intérieur jour après jour. Marc Aurèle l'a dit, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Mais ces pensées s'entraînent.
Elles n'apparaissent pas par inspiration divine. Et elles s'entraînent lorsque tu décides que quoi qu'il arrive, aujourd'hui tu vas pratiquer. Aujourd'hui tu vas avancer même d'1 millimètre. Aujourd'hui tu ne vas pas céder à la partie de toi qui ne cherche que le confort. Tu n'as pas besoin de talent, tu as besoin de courage pour soutenir le processus. Choisis un hobby et fais-en ton laboratoire d'amélioration personnelle. Éteins le besoin de validation externe, arrête de chercher des prétextes. L'excuse est une dette qui s'accumule dans ton caractère. Choisis, engage-toi et ose porter le poids du processus. Ce n'est qu'ainsi, dans 6 mois, que tu seras quelqu'un de différent. Personne ne va te donner de la discipline, personne ne croira en toi plus que toi-même. Soit tu t'entraînes dans l'inconfort, soit tu restes piégé dans la médiocrité. C'est la ligne. Entraîne-toi ou répète. À toi de décider. 2. Engage-toi pendant 6 mois sans distraction. Tu te lèves, vérifie ton téléphone avant de sortir du lit, tu te promets qu'aujourd'hui, tu vas avancer dans ce projet personnel, mais la journée se dilue entre messages, tâches à faire, petites urgences et une fatigue qui ne semble jamais justifiée. Tu arrives le soir avec la sensation qu'il te manque quelque chose, même si tu ne sais pas bien quoi. C'est la routine de millions de personnes, un cycle d'intentions brisées, des distractions que tu justifies et des excuses qui maquillent ton manque de décision. Et non, ce n'est pas de la malchance, ni une vie trop agitée. C'est le mécanisme invisible qui te maintient au même point, année après année, déguisant l'absence de progrès avec des obligations et des responsabilités que toi seul décides de prioriser. C'est ici que commence le véritable conflit intérieur, quand tu réalises que le plus grand obstacle n'est pas le monde extérieur, mais ton incapacité à t'engager vraiment dans une seule chose. L'engagement réel dérange parce qu'il exige que tu te dénudes devant ta propre médiocrité. En te décidant pour un seul hobby pendant 6 mois, tu te débarrasses de tous les refuges mentaux. Tu ne peux pas dire que tu n'avais pas d'option. Tu ne peux pas te distraire en passant d'une tentative à l'autre. Tu ne peux pas blâmer le manque de temps ni la variété infinie de stimuli. Tu fais face au poids de ta promesse, et ce poids ne se partage pas, tu le portes seul. L'esprit, habitué à fuir lorsque l'exigence augmente, va chercher n'importe quel prétexte pour te saboter. Tu vas ressentir l'envie de vérifier ton téléphone au milieu de ta pratique, de reporter une séance, parce que, aujourd'hui, tu n'as pas envie de te justifier par la fatigue ou le manque de résultats immédiats. C'est là que la plupart abandonnent. Mais si tu parviens à rester ferme, tu commences à remarquer une fracture dans tes anciens schémas. La discipline n'est pas un talent. C'est le résultat de résister à la tentation d'abandonner chaque jour. Pendant ces 6 mois, le véritable entraînement ne se produit pas seulement dans le hobby choisi. Il se déroule dans le dialogue intérieur que tu entretiens avec toi-même. Tous tes doutes, tes croyances limitantes, ce filtre interne qui déforme ce que tu peux accomplir et ce qui vaut la peine d'être essayé, apparaissent. L'engagement soutenu révèle à quel point tu es prêt à porter le poids de ta propre parole. Il n'y a pas de témoins, pas d'applaudissements, pas de récompense immédiate. Il ne reste que l'exercice quotidien de faire ce que tu as dit que tu allais faire, même si personne d'autre ne le remarque. C'est là que se forge le caractère, non pas dans les grands moments d'inspiration, mais dans la répétition silencieuse de petits actes qui s'accumulent. Cesser de changer de direction chaque fois que quelque chose devient inconfortable est la base de la véritable confiance. La confiance en soi n'est pas une sensation magique qui apparaît lorsque tu réussis. C'est la conséquence de te prouver encore et encore que tu peux tenir une décision même si cela fait mal, même si c'est ennuyeux, même si le monde t'offre 1000 raisons de te distraire. Chaque jour où tu tiens bon, tu règlements une dette envers toi-même. Chaque jour où tu échoues, la dette grandit et ton caractère en souffre. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit d'autre. Tu es le seul témoin du processus. La transformation se produit lorsque tu décides que ta parole compte vraiment, et il n'y a pas de retour en arrière. 6 mois semblent beaucoup jusqu'à ce que tu regardes en arrière et que tu vois combien de temps tu as perdu dans des distractions qui ne t'ont laissé que du vide. Personne ne peut te rendre ces heures.
mais tu peux investir les prochaines dans un engagement réel. Ce qui est difficile, ce n'est pas de commencer, mais de tenir bon. Ce qui est impossible, ce n'est pas de s'améliorer, mais de cesser de te trahir. La discipline est la forme la plus pure du respect de soi. Entraîne-la. Personne d'autre ne le fera pour toi. 3. Utilise la discipline comme outil quotidien. Je vais être honnête, la discipline ne m'a jamais semblé naturelle. J'ai toujours ressenti cette résistance intérieure, ce mécanisme qui essaie de négocier un peu plus de confort, qui filtre chaque décision à travers le prisme de ce qui est le plus facile ou le plus agréable sur le moment. L'esprit crée des excuses sophistiquées, justifie les procrastinations et, sans que tu t'en rendes compte, tu commences à te convaincre qu'il est normal de céder aux moindres fatigues, que tout le monde le fait. Le conflit est là, tu veux changer, mais en même temps, une partie de toi défend à mort ton ancien moi, celui qui préfère ce qui est sûr et prévisible. La discipline ne naît pas de l'inspiration, ni n'est le résultat d'une motivation soudaine. C'est en réalité une décision quotidienne de ne pas te laisser manipuler par les automatismes internes qui cherchent à t'épargner des efforts. C'est l'inconfort fondamental, savoir que tu peux choisir et pourtant, souvent, tu préfères ne pas le faire. C'est la racine, le reste ne sont que des ornements mentaux pour justifier l'inertie. En décomposant la discipline dans son essence, tu vois qu'il ne s'agit pas seulement de force de volonté momentanée, mais de construire un système où tes actions se répètent malgré ton état émotionnel. Lorsque tu traites la discipline comme un outil et non comme une vertu magique, tu cesses de dépendre de la motivation et commences à concevoir ton environnement, tes horaires et tes priorités pour te pousser à agir même quand tu ne le souhaites pas. L'erreur la plus courante est de penser que tu dois te sentir inspiré, alors qu'en réalité, ce dont tu as besoin, c'est d'un protocole clair. Une heure fixe, un espace défini, une règle inébranlable. Le muscle de la discipline se renforce chaque fois que tu tiens une petite promesse, même si elle est inconfortable ou ennuyeuse, et s'atrophie chaque fois que tu te permets de la rompre sans conséquences internes. Personne ne te punira si tu échoues, mais ta confiance en toi s'érode en silence. Chaque choix trace une ligne invisible. Soit tu renforces ton engagement, soit tu augmentes ta dette envers ton propre caractère. La discipline quotidienne est une carte mentale qui sépare ce que tu veux de ce que tu fais réellement. Si tu analyses tes journées avec honnêteté, tu verras des schémas clairs. Des moments où tu as cédé à la paresse, des excuses qui se répètent sous différentes masques, des justifications qui ne fonctionnent que dans ta tête, mais que, au fond, tu sais être de l'auto-tromperie. Utiliser la discipline comme outil signifie identifier ses points de fuite, anticiper tes propres pièges et bloquer les accès aux excuses. Il ne s'agit pas de devenir un robot ni d'éliminer le plaisir, mais de prendre le contrôle des décisions qui comptent vraiment. Le véritable pouvoir réside dans l'automatisation de ce qui te coûte le plus, afin que la friction soit minimale et l'avancée inévitable. Si tu dépends uniquement de la force de volonté, tu seras condamné à des cycles d'enthousiasme et d'abandon. Mais si tu transformes la discipline en une habitude structurée, ton progrès cesse d'être volontaire et devient une conséquence inévitable. Voici la ligne emblématique. La discipline est l'architecture de ta vie, pas un acte héroïque isolé. Choisis chaque jour de renforcer cette base, même lorsque le corps ou l'esprit demandent une trêve. La différence entre ceux qui changent et ceux qui ne le désirent que, ce n'est ni le talent ni la chance, mais la capacité d'appliquer la discipline comme un outil quotidien, stratégique, presque désengagé. Il ne s'agit pas de te sentir invincible, mais de réduire la marge d'erreur, de laisser moins de place à l'auto-tromperie. Lorsque tu utilises la discipline de cette manière, chaque jour devient un petit investissement qui, accumulé, transforme non seulement ta relation avec le loisir, mais aussi ta perception de toi-même. Le respect de soi n'est pas un cadeau ni une émotion spontanée. C'est le solde positif de centaines de décisions inconfortables que tu as choisi de maintenir.
La discipline quotidienne est la seule garantie que le changement ne sera pas seulement une idée, mais une réalité tangible. 4. Transforme la routine en entraînement mental. Tu traverses la ville aux heures de pointe, entouré de gens qui avancent en mode automatique, visage figé, regard perdu, chacun piégé dans le circuit de ses propres habitudes. Les feux de circulation rythment le temps, la foule se déplace par inertie et chaque geste semble programmé. Le café servi à la même heure, les mêmes pas jusqu'à la station, le salut mécanique au portier. Mais ce que peu de gens remarquent, c'est que cette routine, répétée jour après jour, n'est pas seulement une succession d'actes sans sens. C'est une salle de sport invisible où l'esprit s'endort ou se renforce selon l'usage que tu en fais. Certains traversent leur journée comme s'ils marchaient sur un tapis roulant, sans questionner le trajet, sans se rendre compte que chaque décision, si petite soit-elle, est une opportunité pour entraîner la volonté. D'autres, en revanche, transforment la monotonie en leur champ d'essai, choisissant consciemment chacun de ces actes pour aiguiser leur autodiscipline. Pense aux petits gestes. Fermer la porte avec précision, organiser ton bureau avant de commencer, préparer le petit déjeuner sans laisser de désordre. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la présence. Lorsque tu abordes la routine avec attention, chaque mouvement devient un exercice d'intention. Les mains ne bougent pas seulement par habitude, mais parce que tu décides d'exercer un contrôle sur le détail. L'esprit, au lieu de vagabonder en pilote automatique, se concentre sur l'action. Et c'est là que se produit le véritable entraînement. Tu n'as pas besoin de faire de ta vie une séquence de grandes réalisations. Il suffit de traiter tes répétitions quotidiennes comme des répétitions mentales, conscientes, où l'objectif est de gagner en clarté et en fermeté dans le petit pour ensuite le maintenir dans le grand. Beaucoup se plaignent que la vie est ennuyeuse, que la routine les consume, mais en réalité, c'est le manque de concentration qui vide chaque jour de son sens. Si tu transformes les moments quotidiens en petits défis de discipline, la routine cesse d'être une condamnation et devient un atelier silencieux d'amélioration personnelle. Celui qui parvient à maintenir sa concentration en lavant la vaisselle, celui qui respire profondément avant de répondre à un message irritant, celui qui s'assoit pour planifier la semaine sans regarder son mobile toutes les 2 minutes, entraîne une force intérieure qui ne s'achète pas et ne se hérite pas. L'excellence n'est pas réservée aux occasions spéciales, mais se construit dans la répétition impeccable de l'ordinaire. L'entraînement mental commence lorsque tu cesses de chercher des excuses pour te distraire et que tu assumes que chaque interruption est un test de ton autocontrôle. Il n'est pas nécessaire de résister à la tentation de ce qui est facile seulement lorsque tu pratiques ton hobby. La bataille se livre à chaque instant, en décidant quand tu te lèves, comment tu réagis à un imprévu, si tu termines une tâche ou si tu la laisses inachevée. L'autocontrôle se renforce dans ces détails, comme le muscle qui se durcit à chaque répétition bien faite. N'attends pas que la motivation te réveille. Utilise la monotonie comme le terrain fertile où planter la graine de la force. Transforme ta routine en ton laboratoire personnel. Chaque action consciente compte. Chaque tentation résistée laisse une empreinte sur ton caractère. Si tu es capable de t'entraîner dans l'ennui, tu pourras rester ferme dans la difficulté. C'est la différence entre celui qui répète sa vie en boucle et celui qui utilise chaque jour comme un échelon. Ta routine n'est pas ta condamnation, c'est ton outil. Si tu l'utilises bien, tu cesses d'être victime du temps et tu deviens l'architecte de ta propre esprit. L'excellence se cache dans le quotidien. La répétition consciente est le véritable entraînement. 5. Persiste sans chercher une validation externe. Le besoin d'approbation est la plus grande chaîne invisible que tu portes. Si ton engagement dépend des applaudissements, tu ne construiras jamais rien de valable. C'est ici que la plupart échouent. Ils commencent motivés, avancent tant qu'ils reçoivent des éloges ou quelques likes, mais dès que l'écho s'éteint, la volonté s'effondre. Pour qui fais-tu ce que tu fais? Si ta réponse est « pour être reconnu », tu as déjà perdu. Le véritable entraînement se déroule dans l'obscurité, quand personne ne regarde, quand le seul témoin es tu et la voix intérieure qui exige toujours d'abandonner.
Si chaque séance de pratique, chaque page lue ou chaque kilomètre couru dépend du regard des autres, alors tu es esclave de la validation et non maître de ton processus. Et le pire, la validation ne dure jamais. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on t'oublie. Et il ne reste que la déception d'avoir trahi ton propre jugement pour plaire aux autres. L'addiction à l'approbation est un mécanisme mental qui te fragilise en silence. Tu t'habitues à mesurer ta valeur par des signaux externes, et chaque fois que tu ne les reçois pas, la motivation s'effondre. C'est ainsi que se construisent des habitudes fragiles, celles qui ne fonctionnent que tant que l'environnement les récompense. Mais la discipline qui transforme ne se négocie avec le regard de personne. Je te le répète, si tu as besoin de témoins pour accomplir, tu es perdu. Le respect de soi ne s'achète pas avec des likes, ni la résilience ne se forge à coups de reconnaissance. Tu dois choisir entre être un produit pour la consommation des autres ou devenir l'architecte de ta propre vie. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque fois que tu cherches une validation, tu remets une partie de ton pouvoir. Chaque fois que tu te soutiens seul, tu élèves une structure interne que personne ne peut renverser. Voici la ligne. Fais-le même si personne ne t'applaudit. Fais-le précisément parce que personne ne l'attend de toi. C'est la base du caractère. Persister dans le processus même quand personne ne le voit, quand il n'y a ni médaille, ni caméra, ni mots d'encouragement. C'est là que se séparent ceux qui changent de ceux qui agissent seulement pour la galerie. Le monde est rempli de gens qui commencent fort et s'éteignent rapidement, qui font du bruit et disparaissent ensuite parce qu'ils ne supportent pas la solitude du véritable engagement. Si tu décides de t'entraîner seulement pour impressionner, tu ne supporteras jamais l'ennui, la fatigue, le jour où personne ne demande tes progrès. Mais si tu t'habitues à avancer sans témoin, alors tu crées une inertie interne qui ne dépend pas de facteurs externes. C'est ce qui transforme un hobby en un entraînement brutal. Le silence, l'absence de public, le vide qui t'oblige à confronter si ce que tu fais a du sens pour toi, pas pour les autres. Ton processus n'a pas besoin d'audience, il a besoin de cohérence. La validation interne est la seule qui ne périme pas. Je te mets au défi. Tiens 6 mois sans publier chaque réalisation, sans partager chaque progrès, sans attendre que quelqu'un te félicite pour être resté ferme. Là, tu verras de quoi tu es fait. Si tu parviens à maintenir l'habitude quand personne ne t'observe, alors tu construis vraiment une confiance authentique. La discipline ne se négocie pas avec le monde, elle se négocie avec toi, en privé, sans témoin, sans promesses vides, sans faux applaudissements. Ce qui compte, c'est la loyauté envers ta parole, pas la réaction des autres. Arrête de mendier reconnaissance, fais-le en silence, fais-le de manière inconfortable, fais-le parce que tu as déjà compris que l'applaudissement est un analgésique bon marché et temporaire, mais le respect de soi est un investissement qui ne perd jamais de valeur. Si tu peux entraîner ton esprit à persister sans chercher d'approbation, rien ni personne ne pourra te freiner. Le travail invisible est celui qui construit la force visible. L'excellence naît lorsque tu décides d'être ton propre juge. 6. Apprends à apprécier l'effort soutenu. La plupart des gens n'apprennent jamais à apprécier l'effort. Ils ne le tolèrent qu'avec ressentiment et espèrent qu'il se termine le plus vite possible. C'est la dure vérité que presque personne ne reconnaît. Nous associons le travail intense à une punition, à un péage inévitable, vers une récompense toujours lointaine. Mais tant que tu continues à voir l'effort comme un ennemi, tu ne changeras jamais vraiment. Il y a un piège mental installé depuis des années. Tu crois que la vie se divise entre ce qu'il faut faire et ce que tu veux faire, entre le devoir et le plaisir. C'est pourquoi le loisir devient une caricature de distraction, quelque chose que tu utilises pour fuir, pas pour construire. Le problème est que l'effort soutenu, ce processus inconfortable, répétitif, parfois ennuyeux, est la seule voie réelle de transformation. Et si tu n'apprends pas à lui donner un sens, tout ton progrès sera une façade précaire, fragile, face à toute tentation d'abandon. L'effort soutenu révèle la relation que tu as avec toi-même de manière brutale. Lorsque la motivation se dissipe et qu'il ne reste que la routine,
Toutes les voix intérieures apparaissent, essayant de négocier une sortie facile. Tu commences à te demander si cela en vaut la peine. Tu répètes le vieux discours de « ce n'est pas pour moi », où tu cherches de petites gratifications pour anesthésier la fatigue. Mais là est la différence. Tandis que la plupart se rendent face à l'inconfort, quelques-uns apprennent à le redéfinir. Ce n'est pas du masochisme ni du romantisme de la souffrance. C'est accepter que l'effort n'est pas l'ennemi, mais le filtre qui sépare la fantaisie du véritable accomplissement. Chaque fois que tu ressens l'envie d'abandonner et que tu restes ferme, tu marques une fracture dans le schéma d'auto-indulgence qui t'a freiné toute ta vie. Apprendre à apprécier l'effort ne signifie pas que tu cesses de ressentir de l'épuisement ou de la frustration. Cela signifie que tu cesses de te battre contre l'inconfort et que tu commences à le voir comme un signe d'avancement. La douleur du progrès, la fatigue après une séance intense, l'esprit saturé après une heure de pratique délibérée, tout cela est un investissement émotionnel qui t'appartient. Une marque que tu as choisi de tenir une promesse interne quand il était plus facile de l'abandonner. Le véritable plaisir n'est pas dans le résultat immédiat, mais dans le fait de devenir quelqu'un capable de supporter le poids de l'effort sans se briser ni négocier avec sa paresse. C'est la confiance que personne ne peut te donner, la certitude que tu peux résister, avancer et te reconstruire dans le processus. Au fond, apprécier l'effort est un changement d'identité. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui ne poursuit que des gratifications passagères et tu te reconnais comme un architecte de ton caractère. Tu réalises que chaque jour difficile est une occasion de régler ta dette envers toi-même, de te prouver que ta parole compte plus que ton état d'esprit. La fatigue n'est plus une excuse, c'est un signe que tu as atteint une limite et que maintenant tu peux la pousser un peu plus loin. Chaque répétition inconfortable, chaque minute supplémentaire est une déclaration silencieuse de respect de soi. N'attends pas que l'effort disparaisse. Cela ne va pas arriver. Ce que tu peux changer, c'est la façon dont tu l'interprètes. L'effort soutenu est la seule monnaie valable pour acheter une transformation réelle. Entraîne-toi à ressentir de la fierté, pas seulement du soulagement, lorsque tu termines ce que tu t'es fixé. C'est l'une des lignes emblématiques. L'effort est ta signature, pas ta condamnation. Si tu apprends à apprécier le processus, même si c'est juste un peu plus chaque jour, tu deviens indestructible de l'intérieur. Parce qu'au final, la vie ne récompense pas le confort. Elle récompense la capacité à soutenir l'effort quand les autres cherchent des raccourcis. La véritable satisfaction n'est pas dans le résultat, mais dans le type de personne que tu deviens en persévérant. 7. Observez vos progrès, pas vos excuses. Vous vous trouvez devant le calendrier de votre téléphone, repassant mentalement ce que vous avez fait la semaine dernière. Vous voyez des tâches barrées, d'autres en attente, et vous vous convainquez d'avoir été occupé. Mais si vous êtes honnête, vous ne pouvez pas préciser un réel avancement, juste une accumulation d'activités. Le cerveau se spécialise dans la protection contre l'inconfort. Au lieu de vous montrer le vide de progrès, il vous livre un récit confortable, plein d'explications sur pourquoi ce n'était pas le bon moment, pourquoi il y avait trop de travail ou pourquoi vous n'avez pas bien fonctionné. C'est ainsi que fonctionnent les excuses. Ce sont des pansements mentaux qui cachent l'inconfort de ne pas avancer, justifient l'inaction et vous permettent de rester dans la même situation sans culpabilité. Ce mécanisme est si subtil que souvent, vous ne remarquez même pas que vous l'utilisez. Vous pensez simplement que vous avez eu une semaine difficile, alors qu'en réalité, vous avez juste cédé à l'inertie. Regarder vos progrès avec honnêteté est inconfortable car cela exige de démonter ces histoires. Il ne s'agit pas de vous flageller, mais d'analyser froidement les faits. Y a-t-il eu un avancement concret ou juste un mouvement superficiel ? Votre esprit essaiera de vous distraire avec des détails sans importance, avec les petites réussites qui, au fond, ne changent rien. Mais c'est là que l'approche stoïque fait la différence. Ne vous demandez pas à quel point vous avez été occupé, mais à quelle distance vous êtes de la version de vous-même que vous souhaitez construire. Mesurer les excuses est facile, tout le monde le fait.
Mesurer le progrès nécessite du courage, car cela signifie affronter le poids de vos véritables décisions. Chaque fois que vous choisissez de vous justifier au lieu d'analyser les résultats, vous renforcez l'habitude de l'auto-indulgence. Et avec chaque répétition, le muscle du caractère s'affaiblit un peu plus. La carte mentale est claire. Vous avez deux routes. La première est le cercle vicieux de l'excuse, où chaque échec est vêtu d'explications et chaque jour perdu se déguise en circonstances inévitables. Là, il n'y a pas de transformation, juste une répétition de schéma. La seconde, plus brutale mais plus efficace, est la route de l'observation objective. Enregistrez ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait, sans embellissement, sans détour. C'est ici que se joue le véritable changement. Si vous ne surveillez que vos justifications, vous finissez piégé dans une cage invisible. Si vous vous concentrez sur le suivi de vos progrès, aussi minimes soient-ils, vous commencez à construire une base de confiance qui ne dépend pas de la perfection, mais de preuves concrètes. L'habitude d'observer vos progrès vous oblige à sortir du pilote automatique. Enregistrer des avancées, même petites, est un investissement émotionnel qui vous montre que le processus fonctionne, même lorsqu'il n'y a pas de résultats spectaculaires. Voici l'une des lignes emblématiques. Le progrès est la seule excuse acceptable. Tout le reste est auto-illusion. Vos mécanismes de défense interne vont essayer de saboter cet exercice. Ils vont vous rappeler vos fatigues, vos obstacles, les fois où personne ne vous a soutenu. Mais le progrès ne négocie pas avec les excuses, seulement avec les faits. C'est pourquoi, à la fin de chaque semaine, la question stratégique n'est pas « pourquoi n'ai-je pas avancé davantage ?», mais « qu'ai-je fait qui m'a réellement rapproché de mon objectif ?» Cette différence change le filtre de ce que vous voyez. Vous cessez de chercher des coupables et commencez à chercher une direction. Le suivi honnête de votre avancement transforme votre relation avec le hobby choisi. Il ne s'agit plus d'impressionner qui que ce soit, ni de respecter une routine vide. Il s'agit de construire une preuve interne que votre parole a du poids. Chaque avancée, aussi petite soit-elle, est une fissure dans le masque de l'auto-justification. Si vous voulez cesser d'être l'otage de vos propres excuses, faites de l'observation du progrès votre habitude principale. Le temps passe de la même manière. Soit vous le remplissez d'excuses, soit vous en faites la preuve de ce dont vous êtes capable. Personne d'autre ne peut consulter cet enregistrement à votre place. C'est la ligne. Progrès mesuré, excuses vaincues. C'est ainsi que l'esprit s'entraîne à ne pas revenir en arrière. 8. Fais de l'engagement une identité propre. Je vais admettre quelque chose d'inconfortable. Il y a des matins où je me vois accomplir le rituel habituel, respecter les horaires, les tâches, les salutations et les routines. Mais à l'intérieur, je sens que je ne suis qu'en train de suivre un script emprunté. Un script qui se répète parce que c'est plus facile que de décider vraiment qui je veux être. Je marche dans la maison en ramassant les mêmes choses que d'habitude. Je fais du café, je range le même bureau, je vérifie les notifications comme si ces signaux externes me disaient qui je suis aujourd'hui. Et pourtant, à peine je m'arrête, je remarque l'absence de quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas d'identité propre derrière ces actions, juste une séquence d'habitudes qui pourrait appartenir à n'importe qui. C'est une sensation froide, comme si l'engagement n'était qu'un déguisement que je mets quand il le faut, mais que j'enlève dès que personne ne regarde. La vérité, c'est qu'il est difficile d'assumer le poids d'une identité construite sur un engagement réel. Il est beaucoup plus facile de se laisser porter par le courant, de faire ce qui est juste seulement quand l'environnement l'exige, de permettre que ta parole ait de la valeur seulement à moitié. S'observer de l'extérieur à ces moments-là est troublant. On voit ses mains bouger en automatique, ses yeux chercher une distraction, son corps suivre la routine sans conviction. Il n'y a pas de tension dans les muscles parce qu'il n'y a pas de véritable pari interne, juste une succession de gestes qui simulent un avancement. C'est quand tu choisis, une fois pour toutes, que l'engagement ne soit pas seulement une action répétée, mais un trait de ton caractère, que tout change.
Il ne suffit pas de faire quelque chose pendant 6 mois. Le véritable saut se produit quand tu décides que la discipline, l'autocontrôle et la persévérance ne sont plus seulement des outils, mais la base de ce que tu es. Ce n'est pas une médaille que tu accroches après avoir accompli. C'est la structure invisible qui définit chaque décision, même dans l'invisible, quand personne n'exige rien, quand tu pourrais céder et que personne ne te le reprocherait. Fais l'essai. La prochaine fois que tu te sens tenté de sauter la pratique, de reporter l'effort ou de chercher une excuse raisonnable, observe le micro-geste qui accompagne cette décision. Cela peut être aussi simple qu'un soupir, un regard au plafond, le corps qui s'enfonce un peu plus dans la chaise. C'est le signal physique que ton engagement est en train d'être négocié, dilué, vendu à bas prix. Si tu parviens à identifier cet instant et qu'au lieu de céder, tu choisis de te maintenir ferme, même si c'est inconfortable, tu es en train d'entraîner quelque chose de bien plus profond que la constance. Tu fais de l'engagement ton identité. La différence est brutale. Il y a ceux qui s'engagent par peur, par inertie, par pression externe, et il y a ceux qui s'engagent parce qu'ils ne se permettent pas de se trahir, parce qu'ils ne négocient plus le poids de leurs paroles. Faire de l'engagement ton identité signifie que la personne que tu es et celle que tu dis être cessent d'être séparées. Il n'est pas nécessaire de forcer l'habitude, car ce n'est plus une simple routine. Elle est intégrée dans ta manière de te déplacer, de parler, de décider. Les détails changent, la façon dont tu organises ton temps, la manière dont tu réponds à la paresse, la capacité de soutenir le processus même quand personne ne le valide. L'engagement cesse d'être un objectif et devient un filtre. Tout ce qui n'est pas aligné avec cette base ne passe tout simplement pas. C'est là que tu découvres que la véritable force réside dans le choix, encore et encore, de la version exigeante de toi-même. Même si l'environnement invite à l'inverse, tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu n'as pas à le partager. L'engagement authentique se manifeste dans la cohérence silencieuse, dans la manière dont tu tiens ta promesse loin des regards, dans la solidité interne qui se reflète dans les petits gestes quotidiens. Faire de l'engagement une identité propre est la différence entre vivre à l'essai et vivre sérieusement. Ce n'est pas une posture, c'est une évidence quotidienne. La ligne emblématique est celle-ci. Tu es ce que tu soutiens quand personne ne t'y oblige. Fais de l'engagement ta signature et non ton prétexte. Quand tu te construis ainsi, tu cesses de chercher des raisons de continuer et tu deviens la raison même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Parfois, la réalité frappe plus fort que n'importe quelle motivation bon marché. La plupart des gens continuent de croire que le désir doit faire mal, que seul l'effort démesuré et l'anxiété sont les chemins légitimes vers ce que l'on veut. Mais la vérité est que cette mentalité est précisément ce qui nous maintient enchaînés, courant derrière des objectifs qui semblent fuir de plus en plus vite. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'épuisement et l'obsession. Mais les stoïciens l'ont compris avant quiconque. Aucun accomplissement ne vaut le prix de la perte de la paix intérieure. Le véritable magnétisme surgit lorsque tu sais ce que tu veux, mais que tu ne t'agenouilles pas devant l'urgence, ni ne t'humilies devant le manque. C'est le pouvoir du détachement. Manifester n'est pas une question de crier à l'univers tes désirs, ni de te forcer à être positif tout le temps, mais d'entraîner l'esprit à soutenir le désir depuis le calme et la discipline. L'anxiété face aux résultats est une dette interne qui ne se termine jamais de se payer. Apprendre à lâcher prise est le véritable luxe. Si tu es fatigué de vivre en mode survie, de sentir que la satisfaction est une promesse toujours repoussée, c'est le moment de changer le mécanisme. La philosophie stoïque n'est ni abstraite ni lointaine. C'est une stratégie brutalement efficace pour cesser de traîner derrière tes rêves et commencer à marcher avec eux. Personne ne te doit rien, mais tu te dois la sérénité.
Ici, tu vas découvrir 8 façons directes de manifester avec intensité, mais sans te blesser dans le processus. 1. Désir sans attachement, agis sans urgence. La vérité est celle-ci. Ton problème n'est pas que tu désires trop, mais que tu t'accroches comme si ton existence en dépendait. On t'a vendu le mensonge que la vie ne récompense que celui qui ne lâche jamais prise, celui qui se consume pour ses objectifs et se désole pour chaque résultat en attente. Mais cet attachement est le piège le plus coûteux que tu puisses payer. Le désir n'est pas l'ennemi, le besoin désespéré, oui. Cette anxiété avec laquelle tu te précipites à la recherche de ce qui te manque ne révèle qu'une fracture dans ton caractère, une insécurité qui crie plus fort que tes intentions. La plupart vivent tellement accrochés à l'objectif, tellement obsédés par ce qui va venir, qu'ils ne profitent jamais du processus réel de construire quelque chose de précieux. Combien d'énergie as-tu investi dans des contrôles imaginaires, à planifier jusqu'au moindre détail, juste pour finir par te sentir plus vide et anxieux qu'auparavant? Personne ne te le dit en face. Parfois, ton urgence à manifester ce que tu dis vouloir est justement ce qui t'en éloigne. La vie ne respecte ni la précipitation ni le besoin de contrôle. Elle ne répond qu'à la clarté et à la détermination tranquille. Agir depuis le vide et l'urgence, c'est comme te jeter à l'eau avec les poches pleines de pierres en espérant flotter. Et voici la phrase que tu ne veux pas entendre. Rien de vrai ne naît du désespoir. Si chaque décision que tu prends est teintée de peur de perdre, de te sentir insuffisant sans ce résultat, tu as déjà perdu avant de commencer. C'est toi qui t'attaches à une dette émotionnelle impossible à rembourser, poursuivant validation ou sécurité dans l'extérieur. Ne confonds pas désir avec urgence. Le premier peut être une force puissante. Le second, une chaîne qui t'entraîne vers l'anxiété, vers l'autodestruction silencieuse, vers ce sentiment que rien n'est suffisant. Le stoïcisme exige de toi une honnêteté brutale. Veux-tu vraiment évoluer ou veux-tu juste cesser de te sentir mal à l'aise pendant un moment? Si tu n'es pas capable de lâcher le résultat, d'agir avec conviction et ensuite de laisser aller, tu deviens esclave de tes propres objectifs. Désirer sans attachement, c'est entraîner le muscle de la confiance. Il s'agit de pouvoir regarder ce que tu veux en face, de reconnaître la valeur que cela a pour toi et pourtant, de ne pas hypothéquer ta paix mentale une seconde de plus. Cela signifie agir, oui, mais le faire depuis un centre de gravité propre, pas depuis l'urgence de celui qui se sent incomplet. C'est ta souveraineté. La plupart échouent parce qu'ils veulent forcer le temps, parce qu'ils exigent des garanties avant de lever le petit doigt. Mais la vie ne fonctionne pas selon tes conditions. La sérénité est un filtre qui te permet de voir avec précision ce qui compte vraiment et d'agir seulement quand c'est nécessaire. Le reste est du bruit mental, un gaspillage inutile d'énergie et des justifications qui ne te soulagent que temporairement, mais te plongent à long terme. Si tu oses désirer sans attachement et agir sans urgence, tu entres dans un autre niveau de jeu. Celui qui n'a pas besoin attire, celui qui supplie repousse. Ne te laisse pas tromper. La véritable manifestation ne se produit pas lorsque tu exiges tout immédiatement, mais lorsque tu as appris à attendre sans perdre la foi, à te déplacer sans perdre le calme, à travailler sans perdre la dignité. C'est à ce moment-là que tu cesses de mendier des résultats et commences à les recevoir. Il ne s'agit pas de ne rien vouloir, il s'agit de ne pas en avoir besoin pour te sentir entier. C'est ainsi qu'on gagne vraiment. 2. Trouve du pouvoir dans le moment présent. Tu franchis la porte de ta maison après une longue journée et automatiquement, tu vérifies ton téléphone, tu enlèves tes chaussures presque sans t'en rendre compte, tu penses à ce qu'il reste à faire demain, tu repasses ce qui est resté en suspens, ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas réussi. Ton corps est ici, mais ta tête a déjà sauté ailleurs, comme si cet instant n'était qu'une formalité entre deux préoccupations. C'est ainsi que fonctionnent les mécanismes mentaux qui te volent ta présence. L'esprit lance des hameçons vers le futur,
collectionne les erreurs du passé et te maintient dans une dette constante envers un moment qui n'arrive jamais. Tu vis piégé dans l'anticipation, croyant que le prochain objectif, la prochaine conversation, la solution au problème vont te rendre quelque chose que tu sens perdu. Mais ce quelque chose n'apparaît jamais, car tu ne t'arrêtes jamais pour être véritablement là où tu es. Le pouvoir du moment présent est plus qu'une belle phrase ou un cliché motivationnel. C'est le seul outil réel que tu as pour changer ton expérience. Lorsque tu es dispersé, tu deviens esclave de scénarios hypothétiques et de ce qui se serait passé si, perdant l'opportunité d'utiliser ce que tu peux réellement contrôler, ton attention. Le monde extérieur ne va pas cesser d'exiger, mais tu peux choisir de ne plus répondre en pilote automatique. C'est ici que les stoïciens faisaient la différence. Leur entraînement consistait à reprendre le contrôle de l'esprit, à refuser de vivre comme des otages de l'anxiété ou de l'attente. Chaque fois que tu renonces au présent, tu remets ta force à ce qui n'existe pas. Reconnaître ce mécanisme est inconfortable. Il y a des parties de toi entraînées à fuir l'inconfort, à remplir chaque silence avec des distractions, à couvrir l'insatisfaction avec du bruit extérieur. Mais ce vide que tu ressens n'est pas dû à l'environnement, mais à l'habitude de t'abandonner dans le seul endroit où tu peux influencer, ici et maintenant. Tu n'as pas besoin de techniques ésotériques ni de formules compliquées. Ce qui manque, c'est le courage de regarder en face cette seconde et de te rendre responsable de ce que tu penses et ressens. La présence est un muscle qui s'atrophie par négligence. Chaque fois que tu te surprends à fuir vers le futur ou à te réfugier dans le passé, tu entraînes ton incapacité à manifester quelque chose de réel. Ne te méprends pas. Être présent n'est pas se résigner ni cesser de rêver. Il s'agit de t'ancrer dans ta seule plateforme de pouvoir. Le désir n'a de force que si tu l'enracines dans le maintenant. Le futur n'existe pas au-delà de ce que tu construis en cet instant. Tu peux avoir les objectifs les plus grands, mais si ton énergie se disperse dans des scénarios imaginaires, tu perds en précision, tu perds en magnétisme, tu perds le contrôle. Ce que tu choisis de croire en cette seconde détermine la qualité de tes actions et la direction de ta vie. Le moment présent est ta seule garantie. C'est ici que se définit ton caractère. Il y a une dignité que l'on trouve uniquement dans la vigilance intérieure, dans la décision consciente de ne pas offrir ton énergie au chaos de ce que tu ne peux pas contrôler. L'anxiété perd de sa force lorsque tu reconnais que rien d'important ne se passe en dehors de cet instant. Celui qui entraîne la présence entraîne sa liberté. C'est ce que les stoïciens ont compris mieux que quiconque. La réalité n'est pas ce qui se passe dehors, mais ce que tu choisis de soutenir à l'intérieur, en ce moment même. Tout le reste est une dette qui ne se paie jamais. 3. Transformer la résistance en opportunité de croissance. Je dois l'admettre, il y a une part de moi qui déteste la résistance, qui l'expérimente comme un obstacle personnel, presque une offense à mon désir que tout s'écoule en ligne droite. Lorsque les choses ne se passent pas comme je l'espère, mon premier réflexe est de lutter, de chercher des explications, d'attribuer des blâmes, d'exiger que la vie se plie à ma volonté. Mais cette réaction, bien qu'elle semble naturelle, est un reflet automatique. Ce n'est pas une réponse consciente, mais une fuite déguisée en contrôle. Si j'analyse cela avec honnêteté, je vois que la résistance n'est pas l'ennemi, mais un indicateur précis de où se trouvent les limites auto-imposées, les schémas mentaux que je préfère ne pas remettre en question. C'est inconfortable de le reconnaître, mais chaque fois que je me frustre face à une difficulté, ce qui s'active réellement, c'est la peur de ne pas avoir le contrôle absolu, le refus d'accepter que quelque chose puisse ne pas être sous mon domaine direct. Lorsque vous abordez la résistance sous cet angle, elle devient une carte, non un mur. L'esprit crée la résistance comme mécanisme de protection. Il cherche à vous maintenir sur un terrain connu, même si ce territoire est limité, répétitif ou douloureux. Il préfère l'inconfort familier plutôt que le risque du nouveau, car là, au moins, il sait comment réagir, quoi attendre. Cet confort toxique est ce qui vous maintient petit.
Si votre impulsion automatique face à la résistance est de vous retirer, de suspendre l'action ou de vous plonger dans des plaintes, vous renforcez en réalité la narration de l'impuissance. La conséquence directe est le stagnation. Vous vous convainquez que la vie est contre vous, alors qu'en réalité, c'est vous qui avez refusé de grandir dans la bonne direction. Chaque obstacle est une invitation à revoir vos croyances limitantes, à affronter l'inconfort d'évoluer, à démonter la peur sous-jacente qui vous fait préférer la sécurité à ce qui est possible. Il y a une erreur stratégique à voir la résistance comme une punition. En réalité, c'est un filtre conçu pour séparer ceux qui désirent seulement de ceux qui sont prêts à se transformer. Si ce que vous voulez a réellement de la valeur pour vous, vous devriez vous demander, et voici la seule question de ce bloc, quelle version de vous-même cette résistance exige-t-elle? Parce que si ce que vous poursuivez ne vous défie pas à changer, ce n'est pas un vrai désir, mais une fantaisie confortable. La croissance personnelle ne se produit pas en l'absence d'obstacles, mais dans la manière dont vous les utilisez pour polir votre caractère. Chaque difficulté, chaque refus, chaque retard est une opportunité d'entraîner la patience, la clarté mentale et l'adaptabilité. Il ne s'agit pas de tolérer la souffrance par masochisme, mais d'apprendre à lire les signaux et à ajuster votre stratégie en temps réel. La manifestation consciente implique d'accepter que chaque résistance est, au fond, un entraînement. Ce n'est pas ce que vous affrontez qui vous définit, mais comment vous répondez. Si vous êtes capable de regarder le processus en face, d'identifier ce que cet obstacle vous demande, plus de concentration, plus de résilience, moins d'égoïsme, plus d'humilité, et que vous osez modifier votre approche, le résultat cesse d'être pertinent. Vous devenez une personne pour qui le succès n'est pas la destination, mais la conséquence naturelle d'avoir suffisamment grandi pour le soutenir. L'obstacle est le seuil, la croissance, le véritable prix. C'est la différence radicale entre ceux qui avancent et ceux qui répètent des cycles sans fin. Transformer la résistance en opportunité est une décision quotidienne, pas un événement ponctuel. Chaque fois que vous choisissez d'affronter l'inconfort, d'analyser la véritable cause de votre frustration et d'agir depuis un endroit plus évolué, vous renversez le schéma. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer les défis, mais à vous apprendre à les utiliser comme des plateformes d'auto-leaderie. Celui qui fuit la difficulté renonce à son propre pouvoir. Il ne s'agit pas de chercher la vie facile, mais une vie où chaque résistance est un terrain fertile pour le développement de votre meilleure version. C'est la clé. Voir la friction non pas comme une punition, mais comme la preuve irréfutable que vous avancez vers quelque chose qui en vaut la peine. 4. Prends le contrôle de ton état intérieur. Il y a des jours où ton état intérieur ressemble à une salle de contrôle remplie de lumière clignotante, de cadrans qui tournent sans relâche, de petites alarmes qui sonnent et tu ne sais pas exactement laquelle traiter en premier. Chaque stimulus externe est comme une main invisible qui ajuste les commandes, augmente le volume de l'anxiété, diminue le ton du calme, interrompt ton attention jusqu'à la rendre chaotique. Tu peux sentir comment les muscles de ton cou se tendent, comment la mâchoire se serre un peu plus, comment le geste se durcit même si personne ne le remarque. C'est ainsi que, sans t'en rendre compte, tu cèdes le gouvernail de ton expérience à tout ce qui se passe à l'extérieur. Un mot mal dit, un message qui n'arrive pas, une attente qui s'effondre soudainement. Il est facile de vivre ainsi, réagissant par réflexe, comme si tu étais une machine programmée selon la température de l'environnement, sans jamais t'arrêter pour te demander qui régule vraiment ton état intérieur. Mais voici le point central. Rien d'extérieur n'a le pouvoir de te plier si tu décides de prendre le contrôle de cette salle de commande. La plupart des gens laissent le climat émotionnel du jour dicter leur humeur, comme si chaque réaction était inévitable, comme si le malaise était une condamnation automatique. Le stoïcisme coupe court à ce mensonge. Les anciens savaient que la véritable autorité ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu choisis de le traiter. Tu peux t'observer presque de l'extérieur,
Tu remarques le pouls accéléré quand quelque chose t'irrite. Tu reconnais la tension dans les épaules, la respiration saccadée. Au lieu de te laisser emporter, tu fais une pause délibérée. Tu prends de l'air, relâches ton corps, adoucis ton regard. C'est un acte apparemment petit, mais c'est là que se produit le miracle. Tu n'es pas l'esclave de tes impulsions, tu les reconnais et choisis ta réponse. Le calme est une décision, pas une coïncidence. C'est une phrase qui vaut de l'or. Le contrôle intérieur ne signifie pas s'anesthésier ni réprimer ce que tu ressens. C'est plutôt ajuster le focus, tout comme tu régules la netteté d'une image. Tu enlèves le filtre de l'urgence, réduis la saturation du drame et commences à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Une mauvaise nouvelle ne devient pas une sentence, une critique n'est pas une dague, un retard n'est pas une catastrophe. Tu commences à remarquer la différence entre réagir et répondre. Réagir est automatique, presque animal. Répondre est un acte conscient, un exercice de pouvoir intérieur. C'est ici que la manifestation réelle trouve son terrain fertile. Tu ne peux attirer que ce qui est en harmonie avec ton état intérieur. Et cet état est une construction quotidienne, pas un accident. Il y a un geste presque imperceptible qui sépare celui qui maîtrise son état de celui qui vit à la merci du chaos. La capacité de se tenir debout au milieu de la turbulence, de rester centré alors que tout invite à perdre son axe. Tu n'as pas besoin de grands discours ni de philosophies alambiquées. Il te suffit de te rappeler que le seul endroit où tu peux agir avec autorité est ton propre centre émotionnel. Le monde peut être en désordre, les gens peuvent être imprévisibles, les circonstances peuvent changer sans préavis, mais ta réaction t'appartient. Rien d'extérieur ne peut te voler la paix sans ta permission. Gravez cette phrase dans ta mémoire. C'est un entraînement, pas une inspiration passagère. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'irritation, que tu transformes l'inquiétude en action sereine, que tu échanges la plainte contre une décision, tu renforces les fondations de ton autodiscipline. Ce n'est pas la perfection, c'est la pratique. Les stoïciens n'étaient pas des saints, ils étaient des humains qui se fatiguaient, se frustraient, mais ne déléguaient jamais la clé de leur état intérieur à d'autres mains. La véritable autorité commence dans ta manière de ressentir et se reflète dans la qualité de ce que tu projettes. Si tu veux manifester quelque chose de grand, commence par nettoyer ta salle de contrôle. Le reste viendra tout seul. 5. Choisis quand agir, quand attendre. Agir sans savoir attendre, c'est saboter son propre processus. La plupart des gens ne échouent pas par manque de talent ou de ressources, mais à cause de cette compulsion enfantine de vouloir forcer chaque résultat, de confondre mouvement et avancement, de croire que la vie ne récompense que celui qui ne s'arrête jamais. On t'a entraîné à ressentir de la culpabilité lorsque tu ne fais rien, comme si la valeur personnelle dépendait d'être toujours occupé, toujours en train de pousser, toujours au bord de l'épuisement. Mais cette urgence ne te rend pas plus productif, elle te rend seulement plus aveugle aux signaux qui t'indiquent quand il est temps d'avancer et quand il est temps de rester calme. Il est inconfortable de le reconnaître, mais ton anxiété à agir est le masque parfait pour ne pas affronter la peur de rester immobile et de regarder ta propre insécurité en face. Certains remplissent leur journée de tâches inutiles juste pour ne pas entendre le vide en arrière-plan. D'autres se paralysent en attendant une certitude absolue qui n'arrive jamais. Les deux extrêmes sont deux formes de lâcheté déguisées en stratégie. Ne confonds pas l'action avec la réaction automatique. Prendre une décision sous la pression, l'impatience ou la peur de l'immobilisme est un investissement émotionnel qui a des intérêts très élevés. Chaque fois que tu agis sans clarté, tu alimentes seulement la confusion et tu t'éloignes de tout résultat authentique. Le stoïcisme ne te demande ni résignation ni passivité. Il exige de la précision. Savoir distinguer quand intervenir et quand laisser la vie suivre son cours est un art que peu maîtrisent, car cela implique de lâcher le contrôle que tu cherches obsessionnellement. Derrière la hâte de toujours bouger, il y a une fracture dans le caractère, une incapacité à tolérer le soi-disant ne rien faire, alors qu'en réalité, c'est l'espace où la maturité et l'intuition se développent.
Il n'est pas surprenant que la plupart répètent les mêmes erreurs encore et encore. Ils agissent trop tôt ou trop tard parce qu'ils n'ont pas le courage d'attendre dans le vide, de supporter la tension sans fuir vers une action vide. L'impatience est une dette qui se paie cher. Tu veux des résultats immédiats parce que tu crains que, si cela ne se produit pas maintenant, cela ne se produira jamais. Mais la vie ne répond pas à tes délais arbitraires. Celui qui sait attendre ne reste pas inerte. Il reste alerte, lit le terrain, observe les petits changements et affine sa stratégie. Attendre n'est pas de la passivité, c'est de la discipline. C'est la capacité de soutenir le désir sans le transformer en besoin, de réserver ton énergie jusqu'à ce que l'action soit réellement efficace. C'est la différence entre ceux qui parviennent à manifester ce qu'ils veulent et ceux qui gaspillent simplement leur force dans des batailles sans sens. Agir à contretemps, c'est perdre deux fois. Tu perds l'effort et tu perds l'opportunité. Il y a une brutalité honnête à accepter que tu n'as pas toujours le contrôle du rythme, que parfois, la chose la plus sage est de te retenir, de renforcer la patience comme un muscle que presque personne n'entraîne. Le monde est rempli de gens qui avaient tout à portée de main et qui l'ont ruiné parce qu'ils ne savaient pas attendre le bon moment. Il est aussi rempli de ceux qui n'ont jamais essayé parce qu'ils se sont convaincus que le premier obstacle était un signe pour renoncer. Aucun des deux n'a d'autorité sur sa vie. Les deux sont esclaves de leurs impulsions, de la peur ou de l'anxiété. Si tu veux des résultats différents, tu as besoin d'une stratégie différente. Apprendre à lire tes propres impulsions, à ne pas donner ton énergie à l'urgence ni à la léthargie. Choisis quand agir et quand attendre. C'est la différence entre un débutant et un maître. Ce n'est pas celui qui bouge le plus qui gagne, mais celui qui sait quand bouger. Arrête de cacher ta faiblesse derrière la précipitation ou l'excuse de la prudence infinie. La vie récompense celui qui décide en conscience, pas celui qui se consume dans le bruit de l'action inutile. 6. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà. La vérité est que vous vivez dans la pénurie même si vous avez plus que ce que vous avez jamais rêvé. Il ne s'agit pas d'argent, ni de succès, ni de reconnaissance. C'est une pénurie mentale, une habitude de se concentrer sur ce qui manque, sur ce que vous n'avez pas encore accompli, sur ce que les autres ont et que vous n'avez pas. Ce mécanisme est un piège invisible qui sabote toute tentative de manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous ne reconnaissez pas ce que vous avez parce que votre esprit est entraîné à minimiser chaque réussite, à réduire chaque avancée, à transformer l'abondance en quelque chose d'invisible. C'est ainsi que fonctionne l'insatisfaction chronique. Vous opérez à partir d'un déficit émotionnel, comme si tout ce que vous êtes et avez n'était qu'un simple prélude avant d'obtenir l'important. Mais c'est là la racine de la frustration. Aucun accomplissement n'est suffisant pour celui qui ne prend jamais le temps de remercier ce qu'il possède déjà. La véritable gratitude n'est pas un joli slogan. C'est l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez pratiquer si vous souhaitez transformer votre vie de l'intérieur. Il y a une partie de vous qui résiste à la gratitude parce qu'elle associe la gratitude à la complaisance, à se résigner à moins que ce que vous désirez, comme si reconnaître ce que vous avez était une menace pour vos ambitions. Cette croyance est une distorsion dangereuse. La gratitude n'est pas renonciation, c'est reconnaissance. C'est le muscle qui vous permet de voir clairement ce qui fonctionne déjà, ce qui soutient votre présent, ce qui était autrefois un désir et qui fait maintenant partie de votre réalité. Lorsque vous ignorez ce fait et que vous ne tendez la main qu'à ce qui manque, vous envoyez un message clair à votre propre système. Rien n'est suffisant. Je ne vaux pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je n'ai pas encore accompli. C'est de là que naît l'anxiété, le sentiment de dette permanente, l'incapacité à profiter du processus et à célébrer les avancées. La pénurie est une perception, pas une réalité. Pratiquer la véritable gratitude exige une honnêteté brutale.
Ce n'est pas rester en surface en disant des phrases automatiques chaque matin, c'est examiner le poids de vos pensées, le filtre avec lequel vous jugez vos journées, la tendance à minimiser le positif par peur de devenir vulnérable ou que la vie vous l'enlève. C'est ici que la psychologie profonde et le stoïcisme se rencontrent. Les deux vous demandent d'interrompre le circuit de la plainte intérieure et de confronter l'habitude de vivre en attendant toujours le prochain miracle. La gratitude interrompt la dette émotionnelle et vous oblige à regarder de front ce qui existe déjà. C'est un entraînement inconfortable car cela détruit la narration selon laquelle ce n'est jamais assez. Une narration que vous utilisez pour justifier l'insatisfaction, le perfectionnisme et l'urgence d'accumuler davantage. Être reconnaissant ne vous rend pas passif, cela vous rend puissant. Car seul celui qui reconnaît son abondance intérieure peut désirer sans besoin, demander sans supplier et agir avec la certitude qu'il est déjà complet. C'est le véritable secret du magnétisme. Lorsque vous vous reliez à la vie depuis la plénitude, vous attirez de nouvelles opportunités sans porter l'énergie lourde du désespoir. Il n'y a pas de plus grand sabotage que de vivre en attendant le grand accomplissement externe pour vous sentir digne de remercier. Si vous n'êtes pas capable de trouver de la gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui, vous ne la trouverez pas non plus lorsque vous irez plus loin. Remerciez d'abord, puis manifestez. C'est la ligne qui sépare l'abondance réelle de l'accumulation vide. Chaque jour, vous avez le choix de renforcer le muscle de la gratitude ou d'alimenter le déficit. C'est une décision interne, une reprogrammation consciente qui nécessite vigilance et discipline. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe, mais vous pouvez choisir le prisme à travers lequel vous regardez votre vie. L'abondance commence dans l'esprit, pas dans le compte bancaire, ni dans les réalisations visibles. Si vous entraînez votre attention à détecter ce qui fonctionne déjà, ce qui est déjà précieux, vous commencez à manifester depuis un terrain fertile.